La mort du vieil ego et la conscience de l'ego nouveau. La conscience psychologique de l'homme et son influx sur la vie de tous les jours dépend étroitement de la conscience du mouvement d'énergie qui se fait en lui et de la compréhension exacte et précise de ce mouvement. L'homme ne peut ignorer l'intelligence derrière l'apparence matérielle de ses actions, car une telle ignorance ne peut le mener qu'à une défaillance généralisée de son organisme, tant sur le plan mental et émotif que sur le plan matériel. Il est essentiel que l'homme réajuste sa vision de la réalité vibratoire de son être, afin de pouvoir suivre le rythme de son énergie et ne pas le contrecarrer par des activités qui lui font interférence, activités fondées sur le désaccord entre le vieil ego et les forces de vie. L'énergie de l'homme doit être d'abord perçue avant d'être compréhensible dans son fonctionnement. Tant que l'homme n'a pas réalisé qu'il est effectivement en relation intelligente avec un autre plan de la réalité et que ce plan a un effet concret sur son existence matérielle, il lui est impossible de comprendre jusqu'à quel point sa vie est en étroite relation avec des forces créatives qui œuvrent en lui dans le but éventuel de se faire reconnaître en manipulant électriquement et chimiquement son être, sans parler des pensées qui affluent vers lui et qui servent à soutenir son rôle d'être intelligent sur le plan matériel. L'homme est foncièrement un être en évolution, non seulement sur le plan de son intelligence rationnelle, mais aussi sur le plan de son intelligence intuitive et créative. L'homme d'aujourd'hui ne conçoit plus que pour le bénéfice à court terme de sa vie matérielle, et ne réalise pas que ce bénéfice est factice s'il n'est pas le résultat d'une intégration totale de son être, c'est-à-dire s'il n'est pas conscient qu'il y a en lui des mécanismes cachés qui servent à le lier dans son évolution à des forces de haute intelligence qui sont à la base même de sa fonction vitale et créative. Mais ces forces ne peuvent entrer en contact mental avec l'homme que dans la mesure où son esprit s'est ouvert à leur réalité. L'interpénétration de ces forces intelligentes avec l'intelligence humaine produit une accélération de l'intelligence de l'homme et lui permet d'accroître son pouvoir de vie et de création. Cependant, l'obstacle le plus difficile à vaincre lors de cette prise de conscience est le désir naturel de l'ego de vouloir mener sa propre barque, lorsqu'en réalité, il est incapable de la mener parfaitement, car il subit constamment des obstacles dont il ne comprend pas la raison d'être profonde. Cette incompréhension le force donc à subir la vie telle qu'elle se présente à lui, au lieu de la mouler
à la grandeur de sa volonté créative. Il n'est pas suffisant à l'homme de vivre sa vie telle qu'il est forcé de la vivre. Il doit la vivre telle qu'il veut la vivre, c'est-à-dire telle qu'il peut la vivre dans le cadre de son propre potentiel supramental. Tant que l'homme vit sa vie sur le plan de son mental inférieur, de son intelligence conditionnée, cette vie ne saura jamais être ce qu'il a toujours senti secrètement qu'elle put. Justement parce qu'il n'aura pas compris que pour vivre sa vie telle qu'on la sent secrètement, il nous faut cesser de la subir et développer les forces cachées en soi qui nous y barrent l'accès. Mais ces forces, cette intelligence qui difficilement perce la surface de la conscience humaine, ne peut plus pâlir devant l'intelligence et la raison de l'homme lorsqu'elle a commencé à se manifester dans la vie de celui-ci. Elle devient alors de plus en plus puissante et saisit de plus en plus l'homme dans sa croissance. Il lui fait reconnaître sa présence et son pouvoir sur les événements de sa vie. C'est alors seulement que l'homme commence à grandir et à comprendre sa vie. C'est alors qu'il réalise que la vie est beaucoup plus que ce qu'elle ne représente en surface, et que la compréhension de son secret le mène un jour ou l'autre à n'en connaître et à n'en comprendre tous les aspects. Malheureusement, l'homme ne peut commencer à comprendre la vie que lorsqu'elle lui marque la figure de son signe. Mais dès lors, elle prend pour lui une autre signification, et c'est à partir de ce moment qu'il commence à vivre. Au début, il craint ses réactions égocentriques, car les forces de vie ne sont pas encore ajustées à sa volonté créative, mais plutôt à ses désirs personnels. Et ce sont ces désirs personnels qui nuisent à l'harmonie vibratoire qui doit exister entre lui et les forces intelligentes de vie. L'ego de l'homme est constitué d'énergie mentale et émotionnelle. Cette énergie provoque chez l'homme des réactions lorsqu'elles sont en confrontation avec un type d'énergie nouvelle que l'homme n'a pas encore appris à intégrer dans sa vie, de sorte que la réaction originale de l'ego est parfois hostile à cette nouvelle conscience en lui qui perce les murs épais de la conscience conditionnée. Voilà pourquoi l'homme nouveau doit vivre une période initiale, difficile, avant de bien comprendre les mécanismes de la conscience supramentale qui force sa présence et cherche par tous les moyens à réduire et éventuellement éliminer les formes qui constituent la fondation de la conscience inférieure. Chez l'homme ancien, l'homme dont la conscience a été conditionnée par ses sens extérieurs, il lui est impossible de réagir avec intelligence aux mouvements cachés des forces internes. Mais l'homme nouveau, à cause de sa sensibilité aux forces internes, est aidé dans sa compréhension de leurs mécanismes et de leurs lois,
pourra accéder à une conscience proportionnelle à son pouvoir de subir la pénétration en lui de ses forces, jusqu'au jour où il lui sera possible de se servir de ses forces puissantes selon l'harmonie de son ego avec elles. Le pouvoir de l'homme n'a jamais été aussi diminué qu'au cours de la présente période de l'histoire. Et pourtant, jamais l'humanité n'a été aussi près de réaliser la grandeur interne de l'homme. Pourquoi alors les choses sont-elles si peu claires dans l'esprit de ceux qui doivent connaître ce nouveau cycle d'évolution? La réponse est simple, mais voilée. D'une part, l'homme nouveau sera conscientisé par des forces invisibles dont il ne connaît pas les rapports étroits avec sa propre vie. Deuxièmement, ces forces ont le pouvoir d'accélérer ou de retarder la conscientisation de l'homme, selon qu'il en soit favorable pour le bien total de l'humanité, et non selon le désir personnel de l'ego humain. De sorte que l'homme, l'individu, se voit obligé de vivre une période incertaine, jusqu'au moment où la certitude s'installe en lui, non pas parce qu'il a vu, mais parce qu'il a senti ou entendu en lui-même le vrai de l'expérience qui mène vers l'autre dimension de la réalité matérielle. C'est ici que se fait le choix, c'est-à-dire que se fait le partage entre les hommes, ceux qui ont en eux le pouvoir de connaître le pouvoir et ceux qui n'ont pas en eux encore dans cette vie le pouvoir de connaître le pouvoir. Ceux qui doivent dans l'avenir connaître le pouvoir sont déjà marqués par ce dernier, mais ils doivent développer la conscience nécessaire afin de le reconnaître et d'en attendre la manifestation. Puisque l'homme est sur le point de connaître le pouvoir, il est normal que ceux qui sont destinés à ce dernier le sentent, le recherchent, mais ne le réalisent pas encore, car le pouvoir n'est pas descendu sur la terre, sur le globe. Il est dans l'attente du moment propice où il devra servir à élever le taux vibratoire de ceux à qui il est destiné, et ce, lorsque le temps sera venu pour cette manifestation. Pendant la période d'attente, l'homme doit être préparé afin qu'il ne souffre pas du pouvoir lorsque ce dernier se manifestera sur le globe. Le pouvoir de l'homme n'est pas une simple expression d'un désir humain, mais bien une manifestation dans l'homme d'une puissance dont il n'a plus conscience, mais qui est et a toujours été présente en lui. Mais le pouvoir est régi par des lois, car il est émis, manifesté, selon des modes d'intelligence qui dépassent les dimensions limitées de l'expérience humaine. Lorsque l'homme est présent dans son esprit interne, il lui est plus facile de comprendre la raison de ces lois, si ce n'est que dans le cadre de l'ignorance de son propre ego, dont il connaît trop bien les faiblesses et les manquements. Comment peut-il concevoir alors la possession du pouvoir si cette possession met en danger à la fois la planète et l'humanité? L'homme n'est pas sans savoir jusqu'à quel point il est primitif et inconscient de ses actes, de leur portée.
Voilà pourquoi le pouvoir doit être transmis à l'homme lorsque ce dernier est suffisamment conscient des limites et des faiblesses de son ego pour que ne se déchaînent pas sur son globe des forces qu'il ne saurait arrêter dans leur destruction. Si elles étaient mal utilisées. La nouvelle psychologie de l'homme le mettra en contact mental avec les êtres supérieurs de la galaxie, de sorte que son comportement psychologique doit être totalement transformé afin de pouvoir lui permettre de subir, sans fléchir, le choc de réalisation qui doit s'accompagner dans une telle expérience. L'homme, par le passé, a conçu son évolution selon des projections qui lui étaient personnelles ou plus ou moins calquées sur certaines philosophies émanant de quelques centres de pensée sur le globe. Mais dans l'avenir, l'humanité ne sera plus redevable aux efforts humains dans le domaine de la pensée philosophique, mais plutôt aux efforts supramatériels directement liés aux activités des forces qui dominent et dirigent l'évolution de la planète Terre. C'est pourquoi l'homme n'aura plus à faire d'efforts dans le domaine de la connaissance, car celle-ci lui sera donnée en relation directe avec les forces de vie qui doivent l'acheminer vers une autre dimension de vie matérielle, mentale et spirituelle. Quel que soit le désir de l'homme, selon lequel il recherche la connaissance, cette dernière, dans ses aspects les plus cachés, ne peut lui parvenir que par le croisement des forces de la lumière en lui et de son esprit. La matière est beaucoup trop dense pour que l'homme, de par ses propres efforts, réussisse à s'en libérer seul. Il aura besoin d'aide, et cette aide lui sera fournie selon son plan de vie particulier. Les forces de l'évolution n'ont pas d'empire absolu sur l'homme, mais elles ont un pouvoir vibratoire, et c'est de ce pouvoir que l'homme un jour doit se nourrir afin d'élever la vibration de la planète et lui permettre d'être compté parmi les grands globes de la galaxie. L'homme ancien sera forcé de baisser pavillon devant l'homme nouveau, car ce dernier ne pourra plus être piégé dans le jeu de sa psychologie matérialiste et inconsciente. Autant la psychologie conditionnée aura servi à l'homme ancien au cours de son évolution, autant elle sera vide de sens pour l'homme de demain. De sorte que les rapports humains entre l'un et l'autre ne seront plus les mêmes, si ce n'est que dans la mesure où l'homme nouveau ne saura plus découvrir d'attrait pour l'ancienne psychologie. Ce changement de perspective dans la vie de l'homme nouveau créera chez lui un vide qu'il saura remplir dans ses nouvelles relations avec ceux qui comprendront exactement ce qu'il ressent et perçoit. De ce nouveau mode de vie grandira une société nouvelle n'appartenant à aucun pays ni à aucun peuple, car les limites de cette nouvelle société s'étendront de la matière à l'invisible. Et c'est de cette nouvelle union entre l'esprit de la matière et l'esprit de l'invisible que se nourrira l'homme.
il sera impossible à l'homme ancien de comprendre l'homme nouveau, car ce dernier ne sera plus de sa race, mais d'une race nouvelle, dont la distinction sera marquée que par un degré différent de conscience, plutôt que par un degré de couleur. La vie nouvelle s'étendra graduellement et couvrira tous les aspects de l'expérience. Ce qui fut sera remis en question, car le passé n'aura plus de pouvoir sur la nouvelle race. Quel que soit le degré d'impression et de conditionnement, l'ère nouveau représentera un allègement de la condition humaine, car la vie ne sera plus vécue à l'intérieur des limites psychologiques façonnées depuis des siècles par des hommes dont la pensée était contrainte de se mouler à la forme matérielle de l'existence. L'atrophie sera remplacée par une vision vaste, profonde et très personnelle de la vie, et ceux qui jouiront de cette vision auront une compréhension commune et universelle de sa grandeur et de sa réalité. L'homme ne souffrira plus dans son ego, car ce dernier aura été allégé du lourd fardeau des formes illusoires qui ont asservi son esprit et amputé son pouvoir interne. L'ego éveillé deviendra alors le soutien des grandes forces qui doivent descendre dans la matière pour en élever le taux vibratoire et la soumettre aux lois de l'esprit. L'appel à des forces intelligentes suprasensibles pour l'élévation du taux vibratoire de la matière constitue un des points les plus importants de l'évolution de l'homme sur le globe terrestre. Cependant, cette activité suscite de graves dangers dès que l'homme a perdu la conscience vibratoire qui constitue le parfait bouclier contre les désirs subjectifs de l'ego. Une telle perte de conscience ne peut que mettre en danger la planète et la reléguer au camp des forces de la magie noire. L'ego de l'homme ne peut prétendre à la sagesse de l'intelligence ou au discernement que lorsqu'il a été suffisamment conscientisé pour laisser pénétrer les forces de vie et servir de canal à celles-ci. La sagesse de l'intelligence ou le discernement est un pouvoir de l'esprit de l'homme sur l'esprit des émotions, et c'est par le biais de cette sagesse que l'homme apprendra à reconnaître les ennemis de la lumière. Toute forme peut servir à cacher ou à feindre le réel. C'est pourquoi l'homme, pour sa propre protection personnelle, doit être capable d'invoquer sa puissance vibratoire pour corriger les influences et les effets de la forme sur son esprit. L'éducation de l'homme nouveau ne pourra prétendre à la perfection totale de son être, mais servira de tremplin pour l'élévation de son esprit au cours de son expérience à venir. Lorsque les hommes se seront suffisamment retournés contre le réel, une partie de cette humanité aura progressé et s'apprêtera à s'en séparer. La séparation sera le signe du début de l'âge nouveau, où deux types d'hommes évolueront sur le globe, l'ancien et le nouveau. La fin de l'homme ancien sera reconnue par l'homme nouveau, car seul ce dernier, en possession de ses facultés vibratoires, aura la facilité de discerner la nouvelle vibration qui lui permettra de percer à travers les différentes et multiples illusions de la personnalité. Armé de ce pouvoir, il lui sera facile
de déterminer ce que représente pour lui la vie réelle, malgré la masse énorme d'illusions qui l'enveloppe et la rend inaccessible. Cette révolution dans l'homme sera accompagnée d'un pouvoir interne tellement grand qu'aucun homme ne pourra plus désormais être influencé par une forme quelconque de l'ancienne vie. Sûr de lui-même, ce type nouveau d'homme se retranchera des exigences d'une vie conditionnée par une fausse vision, alors qu'une vision totalement nouvelle s'ouvrira devant lui et lui permettra d'accéder au plus haut niveau d'expérience possible sur cette planète. La vie ne sera plus la même et ne pourra plus être vécue de la même façon, car sa base aura été anéantie par le choc vibratoire de l'énergie nouvelle qui percera la carapace de la personnalité, liant cette dernière avec un ego conscientisé par un mental alimenté directement des plans suprasensibles que pourra connaître l'homme par le pouvoir de son esprit éveillé au réel. L'actualisation de ce nouveau phénomène humain sur la Terre sera le signe précurseur de la grande recrudescence dans le monde de forces cherchant à éloigner l'homme de lui-même. Les forces seront tellement puissantes que l'homme non averti ne pourra y comprendre le plan, et de cette ignorance, beaucoup souffriront. L'homme ne saura plus où mettre la tête, car dans quelque direction qu'il regarde, tout autour de lui sera inconscience. Cette inconscience, alimentée par les désirs et les passions de l'homme, créera en lui un désespoir tel que les hommes ne voudront plus de leur vie, car elle n'aura plus de valeur réelle. La vie sera plastique et confuse. Les questions fondamentales n'auront plus de réponse, et l'homme se verra obligé de subir le joug de son ignorance et de sa déchéance. Alors que la terre sera envahie par des forces de toutes sortes, un nombre restreint viendront de tous les pays du monde s'allier, se retrouver et s'entendre, car ils auront conscience de la vibration supramentale en eux. Ils constitueront un groupe minime, mais puissant, car tout leur sera rendu, à la fois la connaissance et le pouvoir. Mais ces hommes, à cause de leur conscience autre, devront alors s'éloigner de la surface de la terre pour trouver refuge dans une dimension parallèle de la matière, où l'esprit aura empire sur la matière et permettra à ces hommes de vivre une vie en relation directe avec les forces de la lumière. Le rôle de l'homme nouveau sur la terre sera créatif. Son temps ne sera plus le temps qu'il aura connu, mais un temps nouveau dans lequel il pourra se déplacer afin d'étudier et de découvrir les lois de l'univers. Le nouveau règne humain complétera la phase du développement mental de l'homme et instituera sur le globe terrestre les premières conditions de développement d'une société gouvernée par les lois de l'esprit. Cette société grandira et se répandra dans tous les coins du monde et ne sera jamais divisée, car ceux qui en auront composé le corps connaîtront les lois de l'énergie vibratoire qui sous-tendent tout effort créatif, né de la conscience intelligente et gouvernante, dont ils seront les agents actifs sur le plan matériel et éthérique.
Les hommes n'auront plus la capacité de détourner les forces créatives qui veillent à l'évolution du globe, car ils auront été raccordés et unifiés à ces forces dans leur expérience de transition d'un plan de vie à un autre. Les forces de vie seront alors mises à la disposition de l'homme, et ce dernier accomplira des prodiges sur la terre. Des plus profonds et des plus secrets replis de la planète, ces hommes pourront agir et veiller à ce que les nations évoluent vers une plus grande harmonie. Des peuples entiers seront influencés créativement afin de leur permettre d'accès à une plus grande manifestation de leurs caractéristiques nationales dans un cadre d'équilibre et d'entente avec les nations environnantes. Tous les gouvernements de la terre seront instruits par les émissaires de la nouvelle race, car ceux-ci auront le pouvoir de se faire entendre. Les hommes nouveaux auront perdu totalement conscience de leur vie antérieure, cette vie durant laquelle la matière avait empire sur leur sens. La vie nouvelle sera totale, et le passé de cette vie ancienne n'existera plus. La conscience individuelle sera tellement grande que l'homme ne pourra regarder que dans l'avenir et travailler à la construction d'un monde nouveau, d'un monde à la fois merveilleux et à la fois très jeune. Mais la jeunesse de ce monde nouveau sera la marque de sa conscience et non de son immaturité. Les voiles de la science auront été levés de telle sorte que la société réfléchira ce qu'il y a de plus grand et de plus somptueux. Les forces créatives domineront, par leur présence dans la conscience de l'homme, les efforts de ce dernier, et permettront que ce dernier bénéficie de leur présence. La terre connaîtra alors son paradis, et les hommes en seront les habitants les plus fiers. Calquée sur des principes nouveaux d'organisation, la société nouvelle ne pourra qu'excéder les limites de l'ancienne et conquérir les plus hauts plateaux de la perfection sociale. Autant l'homme ancien aura cédé aux forces de toutes sortes qui dominent sa conscience, autant l'homme nouveau sera affranchi de ses forces et pourra conserver l'équilibre naturel qui existe entre lui et les sphères, jusqu'ici inconnues de la majorité. Les forces de l'évolution devront se retirer car l'homme en connaîtra les illusions et les manœuvres. La transition entre le vieil ego et l'ego neuf permettra à l'homme de réaliser les limites de son endurance psychologique vis-à-vis la puissante pénétration des forces de la lumière. Il verra jusqu'à quel point il peut les supporter en lui-même sans faillir dans son raccord avec elles. Son expérience marquera le début de la conscience universelle dans l'homme, et seul l'individu pourra mesurer ce niveau de conscience selon son rapport plus ou moins étroit avec les intelligences créatives qui dirigent l'évolution et suivent l'homme dans son acheminement vers l'infini. Le raccordement entre la conscience éthérique de l'homme et sa conscience matérielle créera le premier pont entre la science cosmique et la science matérielle, de sorte que cette dernière verra ses derniers jours et sera remplacée par une science si avancée que tout ce qui est connu aujourd'hui dans les plus grands centres de recherche sera dépassé.
La science nouvelle constituera la preuve véritable que l'homme aura finalement acquis le droit et le pouvoir de travailler avec les forces de la nature. Sa puissance créative éveillera dans l'humanité le grand sentiment de l'amour de la science qui ne peut être réalisé à sa juste valeur que lorsque l'homme travaille selon les lois de l'évolution et non selon les lois de la destruction. Le vieil ego de l'homme, celui qui ne comprend que par ses sens matériels et n'évalue que par la présence de ses sens, aura perdu son effet intelligent sur la forme émotive et cette perte de contrôle sur cette forme lui assurera la domination totale de l'énergie mentale en lui. Énergie dont il n'a aujourd'hui aucune conscience, car sa présence ne peut se faire sentir que dans le cas où l'émotion a été suffisamment réajustée, c'est-à-dire rendue créative selon la qualité objective qu'elle peut posséder, lorsque l'ego est suffisamment conscient de l'illusion du libre arbitre temporel. Ce n'est que dans la mesure où ce libre arbitre a été véritablement perçu dans son illusion nécessaire que l'ego ancien peut finalement et graduellement se réajuster à sa propre réalité et commencer à vibrer selon l'énergie vibratoire qui est à la base même du pouvoir humain. L'esprit de l'homme doit être considéré comme faisant partie de la conscience universelle, avant que ce dernier puisse réaliser le pouvoir de cette conscience. Ainsi, lorsque l'homme a cessé de se considérer comme tel, c'est-à-dire un être subjectivement intelligent, il commence alors à prendre conscience en lui-même d'une valeur infinie d'intelligence qui n'appartient pas à lui en soi, mais qui fait partie de lui car elle passe par lui. L'ego ancien, dominé par la nécessité de comprendre le monde matériel, a nécessairement obstrué sa vision réelle de la nature et du principe de l'intelligence. Et c'est de cette erreur nécessaire que découle le mal commis par l'homme à cause de son intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme elle-même qui doit être considérée en faute, mais l'émotion de l'homme dans son intelligence. Cette condition que seule la destruction du corps mental inférieur peut éliminer lorsque le corps émotionnel est assujetti à la manifestation vibratoire qui doit ramener la valeur de toute émotion à une compréhension supramentale de cette même émotion, afin de libérer l'ego de la conséquence de l'émotion sur son mental, conséquence grave dans le cadre de la conscience supramentale, car elle forme la barrière qui sépare le monde de la matière d'avec les mondes parallèles. La transmutation de l'ego ancien en ego neuf sera tellement profonde que l'homme de la dernière génération ne voudra plus participer à la vie matérielle de cette dernière génération. Le temps seul témoignera de cette véritable mutation. Il est impossible à un ego de savoir, de connaître la nature de sa progression dans le changement profond de son être-té, car c'est justement ce changement qui lui permet de réaliser le changement.
La pénétration des forces de vie dans la conscience de l'homme n'est pas un exercice se situant dans l'intelligence matérialiste de l'homme, mais dans l'intelligence supramentale de ce dernier. C'est pourquoi tout homme qui tend vers la conscience supramentale découvre un jour ou l'autre qu'il n'est plus le même, si ce n'est que dans la constitution psychologique de son savoir personnel, car ce savoir aura été introduit par l'ouverture d'un centre supérieur en lui-même, non conditionné par les idées préconçues qu'il peut s'être fait de lui-même ou de la réalité. Son être psychologique perd de plus en plus de pouvoir sur son être véritable, car les raisons d'antan ont été éliminées par le transfert dans son esprit d'une énergie qui n'est pas susceptible d'être utilisée à l'avantage de son intelligence rationnelle. L'actualisation en lui d'une faculté neuve devient son point d'appui personnel et la fondation de son individualité grandissante est de plus en plus intégrée et intégrante. La qualité de vie change avec le temps et l'homme ancien meurt petit à petit, comme une flamme que l'on a cessé d'alimenter, faute d'oxygène. Alors que la nouvelle intelligence s'installe en lui, il voit très bien que sa vie présente est simplement une page qui doit tourner afin qu'il soit établi dans un avenir certain pour lui seul que de l'autre côté de la vie matérielle s'étend une vie encore plus réelle et plus vaste, car elle contient les secrets de la création. Tant que l'homme ancien n'a pas suffisamment disparu de la conscience de l'homme de demain, ce dernier doit en subir la présence et la petitesse. La patience s'installe alors en lui, selon le degré de sa sagesse naturelle, et vient à bout de l'homme ancien. Lorsque la patience a rendu finalement le dernier coup dans le corps de ce dernier, les fondements de la réalité nouvelle se font sentir sous ses pieds, et il voit qu'il est prêt à les fouler, sans crainte, rempli de la joie profonde et sereine de la vie annoncée depuis longtemps à l'homme par ceux qui en connaissaient les secrets et la grandeur cachée. Ceux parmi vous qui cherchent la grandeur, il sera donné l'inverse, car les lois de l'esprit s'opposent à l'ego, c'est-à-dire que les lois de l'esprit prédestinent l'ego. Tout ego cherchant à se prédestiner devra être désillusionné avant de pouvoir siéger devant les grands qui gouvernent et qui, de par leur évolution très avancée, prescrivent à l'homme les fonctions génératives du plan d'évolution de la planète Terre.